Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 97 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et j'accueille avec grand plaisir Johan qui va nous raconter son voyage hors du commun parce qu'il est parti de Madrid en Espagne pour rejoindre Dakar au Sénégal, mais tout ça en roller. Donc il n'a pas fait de stop, il n'a pas fait de vélo, il n'a pas fait de bus, mais il a fait tout ce trajet, donc je crois que c'est 5000 km en tout, en roller. Et je voulais l'interviewer parce que, d'une part, pour parler un petit peu d'Afrique, parce que c'est souvent un continent délaissé par les voyageurs, et d'autre part parce que son voyage est assez extraordinaire et vraiment inédit. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et en plus de son aventure qui a duré 7 mois, à travers l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, Johan réalise aussi un projet humanitaire en parallèle auprès des enfants défavorisés de Dakar. Et en fait, dans cette interview, on va discuter de la genèse de ce voyage, donc pourquoi il s'est décidé à l'entreprendre, comment il s'est construit une charrette qu'il pousse sur la route alors qu'il est en train de faire du roller, à quoi ressemblait sa journée type de voyage, ses conseils si vous souhaitez faire un voyage à roller, donc peu importe la destination, peu importe la distance. Il parlera aussi de son itinéraire, de son budget et enfin de tous les détails de son projet humanitaire qu'il est en train de réaliser à Dakar. Donc voilà, c'est parti pour l'interview avec Johan. Bonne écoute. Bon, salut Johan, comment vas-tu? Salut, ça va bien, et toi? Ça va impeccable. Bon, apparemment, t'es arrivé à Dakar, là, c'est bon? Tout se passe bien? Ouais, tout se passe très bien, je suis content d'avoir terminé avec ça. Ok, et à quoi ressemble la météo? Parce que moi, j'y étais il y a un an, et voilà, il peut faire très chaud au Sénégal, donc comment ça se passe de ton côté? Il fait chaud, mais c'est agréable, quoi. C'est encore la période où il fait, je sais pas combien il peut faire, hein, mais c'est pas étouffant. Ouais. Donc là, on est bien, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation, nous dire un petit peu d'où tu viens, t'as quel âge, et faire un petit résumé un petit peu de ton parcours, si c'est possible. Oui. Ouais, moi j'ai 30 ans. 31 ans déjà, putain. Je suis né en Normandie, à Dreux, dans un bled de l'Eure. Et j'ai étudié l'informatique après le bac. J'ai fait un bac minable, un bac éco à 11. Donc en sortant de là, j'ai fait des études de tourisme parce que je pensais devenir un touriste professionnel. Et je me suis rendu compte que c'était pas à ça qu'on se destinait dans les écoles de tourisme. Ce qui est bien normal. Ouais. Mais j'ai rebondi sur de l'informatique après ça. Et ça m'a pas mal réussi. J'ai tout de suite, après l'école, eu un poste à responsabilité sympa pour une grosse boîte pharmaceutique. Et ce qui m'a donné vite la preuve en fait, que j'étais capable en fait, de réussir professionnellement, de réussir mes études, de réussir ma vie comme on l'entendait, comme mon grand-père l'entendait, comme une partie de la société l'entendait, quoi, la bienséance, la bien-pensance et mon instituteur de primaire. Et du coup, quand j'ai eu la preuve de ça, en fait, il y a plein d'autres choses qui sont devenues possibles dans mon esprit, en fait. Et je me suis rendu compte que si je continuais sur cette lignée, il y allait avoir un moment où j'allais être malheureux, quoi. Et il allait être un petit peu tard, même s'il n'est jamais trop tard, mais pour vivre les aventures comme je l'entendais. Donc en fait, moi, j'ai pris un tournant un petit peu radical dans le sens où j'ai tout plaqué, quoi. J'ai vraiment plaqué ma meuf, et puis après, j'ai vendu la voiture, une partie des meubles, et j'ai loué un petit garage en périphérie de Strasbourg parce que j'avais commencé à m'installer là-bas. Et ça me coûtait 40 € par mois. Donc bon, c'était un petit frais, mais pas grand-chose, quoi, pour stocker toutes mes affaires. Et, j'ai pris un aller simple pour Montréal. Et après, de là, c'est suivi une grande aventure. J'ai fait 15 000 km en autostop pendant un an où j'ai traversé toute l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale pour arriver jusqu'au Costa Rica. Okay. Et de là, j'ai voyagé à roller du Costa Rica jusqu'au Panama parce que j'en avais marre de faire du stop. Okay. Et là, je viens de terminer un grand voyage à roller, du coup, avec une charrette. J'ai fait Madrid jusqu'à Dakar, 5000 km, ça m'a pris 7 mois. Ouais, on va revenir sur ça parce que du coup, là, tu es à Dakar pour justement terminer ce voyage-là.
Du coup, c'était à quelle période ce voyage en stop en Amérique du Nord? Euh, je suis toujours assez mauvais avec les repères temporels. Ouais, C'était il y a, je sais pas, 5 ans, 6 ans. d'accord, ok, ça marche. Et donc, du coup, depuis 5 6 ans, tu passes ton temps à voyager, tu bosses un peu, ou ça ressemble à quoi? Bah, je passe pas mon temps à voyager. Il y a des périodes où je suis sédentarisé, où je retourne, je squatte les amis, la famille. Là, je loue quelque chose à Dakar, par exemple, mais D'accord. c'est juste parce que j'ai pas vraiment d'autres options. Mhm. Et enfin, c'est pas envisageable de squatter des inconnus pendant trop longtemps, quoi. Ouais, Alors que la famille, c'est cool. ouais. Et du coup, moi, je suis web développeur, donc je fais des petits projets qui me permettent de remplir un peu le porte-monnaie et de temps en temps des séances photos. On me prend en photo pour des vêtements, pour vendre Ok. des vêtements. Et pourquoi pas. Et ça, c'est un bon moyen de gagner rapidement de l'argent, quoi. Ok, ça roule. Et du coup, pourquoi... Alors, est-ce que tu peux nous dire le voyage là que tu viens de faire actuellement, d'où est venue l'idée? Donc, tu m'as dit de Madrid à Dakar en roller, c'est bien ça, hein? Oui. Ouais, et du coup, d'où t'es venue cette idée de faire ce voyage-là en roller? Parce que c'est pour le coup assez atypique et t'es le premier que je rencontre, pourtant je voyage depuis un petit moment. T'es le premier que je rencontre qui voyage en roller, quoi. Ouais, c'est vrai que ça va pas de soi, quoi. Voyager à roller, c'est pas, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off, quoi. Il y a le voyage à vélo qui s'est démocratisé depuis, je sais pas, ça fait entre 5 et 10 ans. Mhm. On en voit partout, on en entend parler presque trop, quoi, parce que maintenant c'est presque banalisé, alors que le voyage à roller, par exemple, c'est quelque chose qui, ça étonne, quoi. Mhm. Et disons que à l'époque de mon premier voyage à roller, donc entre le Costa Rica et le Panama, moi j'étais un petit peu en bad à San José dans la capitale et j'avais plus envie de voyager en stop parce que j'avais l'impression de ne pas être complètement autonome, quoi, d'une certaine manière de compter trop sur des gens, tu vois, pour mon transport et du coup tu es un petit peu tributaire de l'ambiance de la bagnole et de si le gars ou la meuf elle a envie de te parler de choses dont t'as pas envie de parler. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mhm. T'es un petit peu genre hein, le mendiant du bord de la route, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai eu cette idée de voyager à roller en voyant un type qui poussait une charrette en Chine. Non, il la tirait d'ailleurs, une charrette avec deux roues, avec toutes ses affaires derrière, et il marchait. Et ça, en fait, c'est un truc, je me suis rendu compte plus tard, qui était assez répandu chez les randonneurs, d'avoir une espèce de remorque, en fait, que les randonneurs traînent. Mhm. Je me suis inspiré de ce truc, sauf que moi j'ai fait une charrette à trois roues, avec deux grandes roues à l'arrière et une petite à l'avant qui tourne pour pouvoir m'offrir une direction et la charrette se porte d'elle-même, quoi. J'ai pas besoin de la soutenir comme comme sur les remorques que j'avais pu voir, qui sont un peu en mode brouette, quoi. Mhm. Et ça marche du tonnerre, quoi. Et tu savais Donc, faire du roller déjà quand tu étais au Costa Rica? ouais, je savais faire du roller. Je voyageais avec mes rollers déjà Ah, accrochés sur mon sac. C'est ce qui me servait de mode de déplacement dans les villes ou pour rejoindre les différents spots d'autostop. C'était très pratique, quoi. ah, ok. Mais à l'époque, en fait, c'est pas il y a si longtemps, mais j'ai trouvé zéro documentation sur comment voyager à roller, quoi. Hmm. J'avais cherché sur Internet et bon, je soupçonnais bien ne pas être le premier, mais j'ai trouvé aucune ressource, quoi. Alors que là récemment, donc, je me suis mis à faire une plateforme web et des choses comme ça qui recensent les différents voyageurs à roller que j'ai pu trouver. Mhm. Et ça commence à popper quoi ces dernières années, des vieux voyages, des gens qui ont fait des voyages avec des sacs à dos à roller, des belles distances, ou même des voyageurs récents. Je pense notamment à Blade Ventures, deux Allemands qui ont fait l'Amérique du Sud à roller. Donc, je ne sais pas comment s'est passé leur périple parce qu'ils n'ont pas énormément communiqué dessus, mais ils ont fait une belle traversée. Ou encore ce Chinois qui a parcouru 15 000 kilomètres depuis la Chine, je crois. Il a rallié l'Europe. Donc des gens exceptionnels, quoi, récemment qui font des trucs Ouais. de ouf. Ou alors cette Américaine qui a traversé d'est en ouest l'Amérique, les États-Unis. Mhm. Ça, c'est des voyages récents. Après, si on remonte même dans le passé, depuis presque le début du roller ou du patin à roulettes, il y a des gens qui se sont lancés dans des grandes traversées et des voyages. Donc, j'invente rien là. Après, moi, ce que j'ai d'original, et j'aime bien en parler, c'est cette charrette Ouais. que j'ai fabriquée. Et cette charrette, elle a un truc particulier, c'est qu'elle a une voile. Et Oui. ça m'a aidé, notamment sur ce tronçon.
qui connaît un vent nord-sud très, très puissant. Et donc là, vraiment, je dois avouer que si j'avais pas eu ce vent-là, aussi favorable, ça aurait été une autre paire de manches, quoi. Ça a pas été facile, hein, mais ça a quand même facilité vraiment les choses. Donc, elle a un petit nom cette charrette d'ailleurs, c'est ça, hein, si j'ai Oui, compris. ouais, je l'ai baptisée dès sa naissance, elle s'appelle Misty. Misty, d'accord. Et tu peux nous expliquer, bah, du coup, comment, parce que tu as une chaîne YouTube, etc., donc on mettra les liens, les gens pourront voir la vidéo à quoi ça ressemble, mais du coup, comment est fabriquée cette charrette et comment ça fonctionne en fait, toi qui fais du roller avec la charrette? Alors ouais, c'est sûr que pour quelqu'un qui ne voit pas le truc, c'est compliqué de se projeter, quoi. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est trois roues il faut imaginer une caisse en bambou que j'ai fabriquée avec des bambous de récup et de l'époxy et de la fibre qui permettent de joindre les bambous entre eux. Donc c'est super costaud et ça reste souple, relativement léger parce que c'est pas non plus super light à cause des jointures en résine. Ça reste assez lourd. Puis c'est pas optimisé au niveau du métal, mais bon, on va pas rentrer dans les détails techniques. Il y a deux grandes roues donc de 26 pouces à l'arrière et une plus petite qui est à l'avant, qui est montée. Ces trois roues-là sont montées sur des fourches. Et donc à l'avant de la charrette, il y a tout l'avant d'un vélo un peu plus petit, donc qui permet d'avoir une direction. Si vous voulez. Ouais. Moi, j'ai pas accès au guidon. Ça marche un peu comme un caddie de supermarché, quoi. Donc quand je vais pousser la charrette à gauche, elle va aller à gauche. La roue devant va tourner en fonction de comment je la pousse, quoi. Si je la Mhm. pousse pour aller à droite, ça va aller à droite tout seul. Et ça, c'est génial. Ok, et du coup, tu Enfin, c'est mets. génial. Moi, j'invente rien, quoi. Ouais, Mais c'est sûr que le top, c'est d'aller voir le site web pour ouais. avoir des images de ce truc, parce qu'en plus, je me suis bien ennuyé pour la rendre jolie. Alors, moi, je pense que vous devriez aller faire un tour. Ouais, ouais, non, on conseille aux gens d'aller voir les photos et les vidéos. Et du coup, tu mets tout ton matos, donc t'as pas de sac à dos et tu mets toutes tes affaires en fait de voyage dans cette charrette-là, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, au moment de la conception, je suis parti vraiment au feeling et j'ai fait une caisse qui est relativement grande. Et le problème, c'est que moi, je suis un peu la princesse des baroudeurs. Ça veut dire que tant que j'ai de la place, bah, je prends, quoi. Je mets des affaires. Tant que j'ai Ouais. de la place. Et du coup, en fait, en Espagne, donc encore au début du périple, j'avais eu accès aux locaux de Correos de España, donc la poste espagnole. Mhm. Et dans un entrepôt avec les gars, pour rigoler, on avait pesé la charrette, quoi. Et j'avais pas tout l'attirail que j'avais en fin de voyage, notamment pour la traversée du désert, donc extra eau, extra nourriture, extra outils. Elle pesait déjà 70 kilos, donc je pense que là, sur les fins de voyage, pour les traversées du désert, encore une fois, elle devait faire dans les 80. Ah ouais. Et ouais, c'est un gros bébé, quoi. Mhm. Ouais. Et du coup, tu pousses ça, Oui, tu pousses cette donc charrette. moi j'ai mes rollers quoi au pied et je la pousse quoi. Je la pousse. J'ai deux poignées. J'ai installé des béquilles. Ça c'est une amélioration que j'ai faite pour avoir une meilleure tenue et une bonne posture en fait, être bien bien accroché. Je la pousse et j'ai une paire de freins, une Mhm. par poignée, qui me permet de prendre des descentes à fond de balle et puis d'être sûr de pouvoir m'arrêter au bout quoi. Ouais. C'est ça que ça peut vite être dangereux, quoi. Surtout dans les descentes, j'imagine que. Ah ouais, il faut faire gaffe. Enfin, c'est comme tout, quoi, hein. Pareil, quand toi-même qui as fait des voyages à vélo, tu te rends bien compte que sans maîtrise de ton vélo, tu commences pas à te lancer dans des descentes dingues. Mais quand tu commences à connaître un peu ton matériel, Hmm. tu sais que tu peux lâcher les freins et descendre à fond, quoi. Ouais. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Et c'est vrai que bon, vu le poids de la charrette, bon, elle est pas super aérodynamique, mais je lui ai donné quand même une petite forme de flèche. Mhm. Il y a moyen de bien fendre le vent et j'atteins des vitesses assez dingues, quoi. À fond de balle, je suis à 65-70, quoi. Ouais. Ah, ça commence à faire pas mal. Ouais, ça va vite. Ok. Et du coup, Madrid-Dakar, donc d'où est venue cette idée de voyage et ce projet, parce que derrière il y a un véritable projet, donc tu peux en parler. Du coup, comment ça s'est goupillé ce projet-là? Alors, celui-ci spécifiquement, en fait, il faut remonter un petit peu avant. Ouais. Avant le Dakar, j'ai fait un voyage en Espagne. J'ai fait Barcelone jusqu'à Tarifa, pareil, avec cette même charrette.
en compagnie d'un oiseau qui s'appelait Gaïa. C'était un pigeon-pan. Ça ressemble beaucoup à une colombe. Et elle m'a accompagné pendant tout le voyage. Donc ça a été une très chouette compagnie. Bon, ça a été plein de rebondissements cette aventure. Euh, mais du coup, c'est le fait d'avoir Gaïa avec moi, ça m'a empêché de continuer plus au sud. Pendant ce voyage-là, j'avais pas d'objectif particulier, quoi. Je savais que je partais de Barcelone et que j'allais vers le sud. Mhm. Je m'étais pas fixé d'objectif. Et puis j'avais mon oiseau avec moi et puis on y allait où le vent nous menait, quoi. Mhm. Et on a été bloqué donc pour des raisons sanitaires qu'on peut pas genre changer de continent n'importe comment avec un animal et les vétérinaires du sud de l'Espagne étaient pas foutus de me faire les papiers qu'il fallait. Donc bon j'ai fini par abandonner après 2 mois à Tarifa quand il a commencé à faire froid. Je suis remonté et ensuite donc Gaïa mon compagnon a disparu. Ok. Donc ça a été un moment très difficile dans ma vie. Ça je vous cache pas que ça a été très très dur parce que sans rentrer trop dans les détails, je sortais d'une rupture amoureuse et Gaïa est arrivée en fait et elle a fait un petit peu tampon, quoi. D'accord. Ça a été le petit être à qui j'ai pu comme un papa donner tout mon amour et mon attention, mon affection et c'était génial, quoi. Donc quand elle est partie, je me suis retrouvé un petit peu comme un con, quoi. Ouais. Et je me suis transformé en espèce de pirate lugubre. Et, euh, et j'ai réussi à ressortir la tête de l'eau, quoi. Je me suis dit, putain, Jojo, tu peux quand même pas t'arrêter là. Et j'ai ressorti du placard un vieux rêve que j'avais d'après le lycée, qui consistait, ce rêve, à voyager l'Afrique d'une manière ou d'une autre, mais il fallait que ce soit une manière un petit peu qui me coûte, quoi. Pas, j'avais pas envie de faire ça en Hummer ou en camping-car, quoi. Ouais. Donc, en fait, comme j'avais déjà ce bagage de savoir voyager à roller, tout naturellement, je me suis dit, mais ouais, mais allez, on va aller en Afrique faire du roller, quoi. Et quand j'ai cherché sur Internet, cette fois-ci, roller voyage Afrique, roller Afrique, pour savoir si quelqu'un avait déjà fait des traversées en Afrique, Mm. oui, s'avère que, enfin, de ce que j'ai trouvé sur le net, je serais le premier à faire un voyage longue distance en Afrique à roller. Et au lieu de ça, du coup, je suis tombé sur la Fédération sénégalaise de roller. Ça m'a interpellé Ouais. et je me suis dit, bon, bah, je vais aller déjà de 1 jusqu'au Sénégal et de 2, il y a moyen de faire un projet caritatif là-bas, certainement, parce que le roller, c'est pas complètement extraterrestre. Il y a des routes, il y a une fédération, il y a des clubs et donc c'est un peu la cote, quoi. Enfin, ça Mhm. existe, Ouais. mérite d'exister. Donc de là, j'ai commencé un long travail de recherche de partenaires auprès d'associations humanitaires qui aident les enfants, mais aussi et surtout auprès d'un club de roller qui s'appelle Acro Roller, qui s'est proposé d'être le soutien principal en fait pour un projet. Et ce projet, il va permettre, là je suis en plein dedans, à enseigner le roller à plein de gosses. Des gosses qui ont des problèmes, quoi, des problèmes divers. On parle d'enfants handicapés, d'enfants abandonnés, d'enfants talibés. Donc, c'est des enfants qui sont confiés souvent par leurs parents, mais c'est une façon de les délaisser, malheureusement, dans bien des cas. Ils sont confiés à des imams qui leur apprennent plus ou moins le Coran Mm. et des gosses qui passent leur journée à mendier dehors, quoi. Ouais. Donc, c'est des gamins qui n'ont pas la vie toute rose, mais qui sont aidés par certaines structures à Dakar que j'ai contacté donc un peu avant le voyage pour leur proposer des ateliers roller, quoi. Suivi, ce qui a suivi ces partenariats, ça a été une grande collecte en France. Et là, j'ai pu envoyer une demi-tonne de rollers avec des protections sur Dakar. Donc là, on dispose d'un stock largement nécessaire pour entreprendre toutes nos formations, quoi. Donc, on est très content. Ah ouais, génial. Donc voilà, t'as récolté des rollers, j'imagine usagés en France ou en tout cas usés. Ouais. Et du coup, t'as envoyé Ouais, tout ça ouais. là. Ok. C'est du matos qui marche très bien. Ouais. C'est sous donation, quoi, des donations de passionnés, de clubs, partout où j'ai pu récupérer. J'ai rencontré beaucoup de gens, hein, le monde du roller, c'est un monde très bienveillant, quoi. Je sais pas pourquoi, mais ce sport spécifiquement, je trouve, regroupe beaucoup d'illuminés, ça c'est sûr, mais de gens très très bienveillants, de gens extraordinaires. Ok. Ah bah cool, c'est génial. Et donc là, t'es avec ta Gros demi-tonne.
T'es avec ta demi-tonne de roller à Dakar en ce moment. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est génial. Ok, donc tu as monté ce projet-là. Donc, généralement, je pense que j'ai vu que tu avais fait une campagne de financement participatif pour que tout se passe. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, il y a eu cette campagne de dons au niveau du matériel. Et le second aspect, ça a été, oui, le financement participatif qui a permis toute la logistique sur place parce que une demi-tonne de roller, Hmm. faut la bouger, faut la trimballer, elle vient pas d'un seul endroit. Donc, j'ai collecté dans toute la France, quoi. Et après ça, ça fait 3 mètres cubes. Il faut l'envoyer ça au Sénégal. Donc ça a été tout un petit défi logistique parce que je suis pas une grosse ONG, quoi. Je suis genre Jojo et bon, j'ai des amis, de la famille, deux, trois contacts. Il a fallu tisser avec tout ça et on a réussi à trouver des solutions. Ouais. Et maintenant, le stock est ici et j'ai à nouveau des petits frais sur place, notamment pour déplacer tout ce stock. Je vais bosser avec des moniteurs passionnés, mais à qui de temps en temps, je vais payer une petite bouffe, des choses comme ça, quoi. Mhm. Donc, c'est autant de choses qui vont à quoi le financement participatif va servir, quoi, D'accord. et a déjà servi. Ok, je vois. Et du coup, donc t'es parti de Madrid en 2018? C'était en quel mois t'étais parti? Je suis parti mi-août ou fin août, je crois. D'accord, donc de août et là on est en mars. Ouais. Donc ouais, ça fait quand même un sacré voyage là. Ça fait. Ouais, ouais, bah ça a duré quasiment 7 mois, quoi, cette Ouais, aventure. d'accord. Et à quoi ressemble l'itinéraire du coup de Madrid jusqu'à Dakar? J'imagine que t'as longé la côte parce que passer par le désert c'est un peu compliqué. Bah, j'ai longé la côte, mais tu passes quand même par le désert, quoi. Ouais. Euh, Il y a une route qui fait toute la hauteur du Maroc. Le Maroc, il faut savoir que sur cette route-là qui descend vers le sud, ça représente 2500 kilomètres. Donc le Maroc, c'est pas juste un petit passage, ça a représenté la moitié du voyage, clairement. Mhm. Et, euh, et disons qu'au deuxième tiers du Maroc, il y a le Sahara qui commence, ou la moitié quasiment du Maroc, il y a le Sahara. Euh, donc à partir de là, il y a plus grand-chose, quoi. Les villages commencent à être assez éloignés entre eux. Toutefois, il y a la route, donc qui m'a permis de faire cette traversée. Il y a la route tout le long, bien que parfois elle est tellement éclatée qu'il n'y a plus de bitume, mais elle a le mérite d'exister quand même. Et ensuite, il y a la Mauritanie, où le Sahara se poursuit, hein. Ça se poursuit jusqu'au fleuve Sénégal, hein, jusqu'à l'entrée du Sénégal. Mhm. C'est progressivement, en partant du Maroc, on a un désert plutôt pierre, quoi. Après, ça devient du sable, et puis, on a des dunes. Les paysages sont très, très changeants, quoi. Il y a plein, plein, plein de styles de désert différents, Ouais. donc à traverser sur cette route. Je la recommande hein, pour les gens qui font des voyages à vélo. D'ailleurs, c'est une traversée qui se fait très bien. D'accord. Euh, c'est très challenging à roller. Moi, je le referai plus. J'avoue qu'à roller, non, non, je la referai pas parce que Ok. c'était vraiment très dur. Mais à vélo, c'est de la touchette, hein. Le vent est tellement bon qu'à vélo, ça se fait très bien. Comme on n'est pas tributaire de la route, si tu veux, à vélo, c'est sans souci. D'accord. Mais Moi, le vent est toujours euh, dans le dos quand tu descends ou des fois il change quand même? 80% du temps, t'as un vent nord-est qui est super bien, quoi. Ok, c'est cool. Non, non, ça facilite le voyage vraiment très fort, quoi. Ouais. Après, il y a sur la moitié du Maroc, il y a des routes compliquées. En Mauritanie, c'est pareil. Pour le roller, c'est chaud, en Hmm. fait. Et heureusement que j'étais super bien équipé. Bon, je vais citer mon sponsor Powerslide, qui a fait énormément de recherche et développement dans le monde du roller, quoi. Donc, Mhm. moi, j'ai des patins à 3 grandes roues, là, de 12,5. Mais D'accord. ils m'ont fourni en plus un châssis spécial qui permet de mettre 2 grandes roues, en fait. Donc, une à l'avant, une à l'arrière. Et donc j'ai deux qualités de roues. J'avais une roue plastique comme les rollers classiques, mais en très grand, et aussi des roues en chambre à air. Et ça, c'est pas vraiment une révolution parce que j'avais vu popper ça il y a des années, mais ils ont fait leur propre truc, Powerslide là, du coup, et ça, c'est ce qui a rendu le voyage possible, hein. Si j'avais pas ces pneus-là, j'aurais pas pu. D'accord. Les routes sont tellement éclatées en fait que je sais pas comment bien décrire ça, quoi. Il faut imaginer des bons gros cailloux
incrustés dans le bitume, mais qui dépassent, tu vois, de genre un bon centimètre. Ouais. Le macadam au sud du Maroc, il ressemble à ça, quoi. Donc c'est le genre de surface en fait où avec du roller classique, tu peux juste pas, quoi. Ouais. Et mais du coup, tu devais être super lent sur ces routes-là, ça devait être super dur, non? Mhm. C'est cette partie-là là, du sud du Maroc qui m'a beaucoup coûté. Mais Ouais. heureusement que j'avais les roues en chambre à air parce que là, ça absorbait quand même beaucoup cette route qui était dégueu. Mhm. Mais le problème des roues en chambre à air, c'est que ça absorbe aussi ton effort, quoi. Donc c'est comme si tu faisais du roller sur un matelas, en fait. D'accord. Hein. Déjà que bon, ça coûte un petit peu. Et c'est pour ça que je dis que sans le vent, en fait, cette traversée, elle aurait été juste pas possible, quoi. Ouais. Surtout dans le sud. Et du coup, quand tu es parti de Madrid et que savais que tu allais arriver à Dakar, tu savais à la base que ça allait être possible? Tu partais vraiment à l'inconnu total ou c'était quoi un peu ton état Bah, d'esprit? là, ouais, je savais pas du tout, quoi. Enfin, moi, j'ai cherché un maximum, quoi, à me renseigner auprès de certains voyageurs à vélo que j'ai pu trouver sur la route, quoi. Mais j'avais aucune idée. J'ai vu qu'il y avait une route sur Google Maps, quoi, tu vois. Et puis après, j'ai cherché à savoir, mais j'ai jamais vraiment su, au final. Et Ouais, même moi, je fais des trajets en bagnole, en fait, en tant que rollerman. Je fais pas gaffe à la qualité nécessairement, quoi. Donc, en fait, sur un trajet aussi long, demander aux gens, ouais, mais tu te souviens, la route, elle était comment? Bah non, les gens s'en souviennent pas, quoi. mm, Alors, je suis parti un petit peu à l'inconnu, quoi. Comme la première fois que j'ai fait mon premier voyage à roller, j'avais pas trouvé de ressources sur un truc comme ça, ce qui m'a permis d'innover dans le sens où la charrette que j'ai construite au Costa Rica, comme celle que j'ai ici, Misty, c'est du jamais vu, quoi. Donc, comme j'ai pas été inspiré d'un truc qui existait dans ce domaine-là, j'ai créé. ouais, Et c'est peut-être ce qui est pour moi le plus beau dans ces aventures-là, c'est qu'en fait, j'ai fait ma trace, quoi. Et ça, c'est très satisfaisant. Et je me rends compte aussi que c'est ce qui fait rêver. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a énormément de gens qui partent à vélo aujourd'hui. ouais, Et, et je pense que de toute façon, c'est indéniable, hein. Partir de quelque manière que ce soit, en marchant, en roller, à vélo, ça offre cette sensation de liberté. Et ça, c'est le moteur principal. mm, Mais il y a aussi quelque chose dans l'exceptionnel, en fait, que vont chercher beaucoup de voyageurs qu'en fait, qu'on va commencer à trouver de moins en moins dans le touring par vélo, quoi. ouais. Ça devient une banalité, finalement. Et ça, je l'ai vu même sur les routes marocaines, hein, même dans la traversée du Sahara, les Marocains et les Mauritaniens sont presque blasés, quoi. Ah ouais? Ils en ont vu tellement des gars qui voyagent à vélo que, en fait, si tu veux, t'as beaucoup de gars que j'ai croisés, en fait, qui sont là, ouais, je fais tout à vélo, je fais tout à vélo, en fait, et ils parlent aux gens avec un enthousiasme, mais tu vois, en fait, dans le regard des gens, qu'en fait, il n'y a plus vraiment de. Ouais. En fait, ça fait plus genre, waouh, sérieux? Non, c'est, ah, ok, toi aussi, tu passes à vélo, Ouais. ok? Tu fais Et partie du groupe qui va, quoi, qui fait ça, et puis. ouais, c'est ça. Mais du C'est coup, ça, t'es une catégorie de voyageurs parmi tant d'autres, quoi. et quelle était la réaction des gens? Parce que moi, je l'ai fait à vélo et c'est vrai que bah, j'ai eu quand même assez souvent des réactions vraiment très étonnées, de félicitations, etc. Parce que ça reste quand même Ouais, assez dur quand tu sors un peu des routes, on va dire des routes cyclables, etc. C'est quand même assez très dur de fréquent. faire du vélo. Et donc, Mhm. j'avais des réactions vraiment très sympathiques de la part des gens. Mais toi, en roller, du coup, sous avec ta charrette qui est quand même qui est unique pour le coup, quelle était la réaction des gens? Qu'est-ce qu'ils te Ouais. disaient? Les gens tombaient, quoi. C'était quand ton voyage, toi, Moi, c'était l'année que dernière, en 2018. Ok. Mais moi, en roller, les gens, en fait, c'est juste que la plupart du temps, je voyais leur cerveau qui sortait par leur nez, quoi. Ils se mettaient à loucher et puis ils me regardaient passer comme ça, comme des girouettes. Non, c'était assez rigolo, quoi. Bah, surtout que, bon, moi, j'y ai pris presque un malin plaisir à la fin, tu vois, parce que, parce que c'est drôle, parce que c'est drôle. Après, ça m'empêchait pas du tout de désamorcer le truc et d'aller voir les gens et de les rassurer, mais surtout à la fin, là, quand la charrette commençait à être très lourdement décorée de divers gris-gris,
et de peinture, etc. Moi, j'ai appris rapidement dans le désert à mettre le chèche, quoi. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais mon chèche du désert avec tous mes gris-gris, et puis cette grande voile et ce truc que je poussais et moi je volais quasiment derrière, tu vois, avec les rollers. En fait, les gosses qui habituellement, et je les ai vus à l'œuvre hein, avec des cyclistes, se courent après, en fait, de façon presque un peu agressive, tu vois, en leur criant argent, argent, donne-moi l'argent, donne-moi ton vélo. Ouais. Bah, ces mêmes gamins-là, quand moi j'arrivais avec ce truc qui n'existe pas, en fait, ils me prenaient pour, je sais pas, mais ils partaient en fait en courant, mais dans l'autre sens, quoi. Et ça, c'était Ah, du coup, ils avaient peur de toi. ah ouais, non, mais les gens flippaient, même les adultes, quoi. Même les adultes, quand je débarquais dans les bleds et les villages, à partir de la fin de la Mauritanie et le Sénégal, les gens, en fait, tu sais que là-bas, il y a des croyances très très fortes et il y a de toute façon des énergies beaucoup plus présentes hein, dans ce qu'on ne voit pas. Mhm. Et du coup, on m'a demandé plusieurs fois, hein, les gens qui ont osé me parler, me demander si j'étais marabout, si j'avais des gris-gris, des choses comme ça à vendre, et parce que enfin, ça intriguait beaucoup en tout cas, quoi. Ouais, d'accord. Ah, c'est marrant. Voilà. Et du coup, le Ouais, c'est- Sénégal. Et dans les. Donc, tu as fait Espagne, Maroc, Sénégal et Mauritanie, du coup. Entre ces différents pays, tu as vu des différences quand tu les as traversés? Il y a des choses qui t'ont marqué plus que d'autres? Euh, oui, évidemment, hein, c'est des pays qui sont très différents, hein, que ce soit le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les supermarchés. Les supermarchés qui sont, ma foi, pas très présents au Maroc, en Mauritanie, ni même au Sénégal. Et en fait, ce qui offre la possibilité d'avoir des commerçants de proximité beaucoup plus nombreux, en fait, et chaque quartier compte son spécialiste, quoi. Et commerçants de proximité pour tout, hein, pour la vaisselle, pour le bricolage, enfin, comme ce qu'on avait encore il n'y a pas si longtemps que ça en France et en Europe, quoi. Ouais. Mais là, ça permet de se rendre compte en fait à quel point nos habitudes d'achat en fait sont devenues complètement axées. Pour le Mexique, toi, c'est quoi les grosses chaînes là-bas? Enfin, peu importe. Mais là-bas, il y a quasiment pas de supermarché. Et ça, Ouais. j'ai trouvé ça super cool, quoi. Surtout qu'en plus, la plupart du temps, c'est pas vraiment des boutiques, tu vois, c'est des comptoirs qui sont ouverts sur la rue. Mhm. Alors toi, tu te pointes en fait au comptoir et tu demandes au type en fait ce dont tu as besoin. Et le gars va le chercher dans son rayonnage derrière Ouais. et il te le donne, quoi. Et t'as beaucoup, beaucoup plus de petits commerçants comme ça. Il y en a qui ont des boutiques qui sont très, très fournies. Il y en a, ils ont juste quelques articles, tu vois. Et c'est comme ça pour l'épicier, c'est comme ça pour tout. Mhm. Et ça, j'ai trouvé ça super, quoi. Parce que ça permet aussi des vies de quartier beaucoup plus animées, beaucoup plus vivantes. Les gens sont dans les rues, tu vois, vont chez un tel, chez un tel, chez un tel. Après, c'est aussi une façon de vivre qui est un peu plus au jour le jour, quoi. Nous, on aura tendance à faire nos courses au supermarché une fois dans la semaine. On y va, et Ouais. d'un coup, on fait notre liste de courses, on chope tout, quoi. Ouais. Alors que eux, leur petit commerce de proximité, c'est à chaque fois qu'ils ont besoin d'un truc, ils vont pas mutualiser de fou, tu vois. Ils vont genre, ah bah là, je suis en train de faire ça. Ah, mais j'ai besoin de ça. Ok, je vais chercher ça. Ouais. Et, euh, et c'est une autre manière de vivre, en fait, que j'ai trouvé ici, mais qui est un peu présente aussi en Amérique centrale Mhm. et que je trouve très, très agréable, quoi. Ça donne un autre rythme et t'as pas l'impression, en fait, de courir après le temps tout le temps, quoi. Ouais. C'est vrai qu'au Sénégal, les boutiques, il y en a un peu partout. Et moi, j'ai vécu à Dakar quelques mois, donc c'est vrai que j'allais souvent à la boutique du quartier, quoi. Pour aller dès qu'il me manquait un truc, j'y allais, je revenais avec. Mais ça se développe comme les supermarchés au Sénégal, parce que je me souviens quand j'y étais, ils commençaient à construire des Auchan un petit peu partout. Ouais, bah, écoute, ouais, les Ouais, Auchan, bah, c'est la seule grande surface qui me vient à l'esprit. Et là, c'est vrai qu'à Dakar, il y en a. À l'extérieur, j'en ai pas vu, hein, des grandes surfaces, ouais, quasi pas, mais ah ouais, ça se développe. Pour le Maroc, il y en a aussi, hein, dans les grandes villes, ils ont, je sais, le Marjan. Le Marjan, c'est grande surface nationale, quoi, mais à ouais, part ça, sinon dans les petits bleds, il n'y a pas, quoi. ouais. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Oui, bah c'est sûr.
Et Ouais, du coup, durant tous ces mois de voyage, là, à quoi ressemblait un petit peu ta journée type, si j'ose dire, ou ton quotidien, du matin jusqu'au coucher, à quoi ça ressemblait, combien de kilomètres tu faisais, enfin, est-ce que tu peux nous imaginer un petit ouais, peu ça? ouais. Une journée typique, bah, lever avec un peu avant le lever du soleil, quoi. Remballage. Si j'ai des fruits, je mange quelque chose. La petite toilette. Et puis c'est parti jusque généralement 10 heures. 10 heures, je fais une bonne pause. Je mange et je repars jusque midi. Midi, 1 heure, quand ça commence à bien taper. Ouais, Midi, 1 heure, bah, je trouve un endroit pour me planquer où je me fais un coin d'ombre dans le désert. Bon, j'utilisais des bâches et des trucs comme ça pour me garder à l'abri du vent et me faire un coin d'ombre, parfois sous la charrette. Enfin, je me démerdais. Là, la bouffe et une sieste la plupart du temps. ouais, Et après, c'est reparti à partir de 16 heures quand le soleil commence à baisser, quoi, vers 16-17 heures en fonction des zones, jusque un peu avant le coucher du soleil, quoi. Là, il y avait toujours un petit peu l'enjeu pour les gens qui campent dans les zones où c'est pas forcément désertique, toujours l'enjeu de réussir à trouver le bon spot, mais euh, tant qu'en fait, tu peux voir. En fait, les gens peuvent te voir aussi. ouais, Donc, en réussir à trouver le bon équilibre entre rester discret pour se garantir une nuit où tu vas pas trop attirer les curieux, mhm, mais en même temps, si on te voit, tu vois l'endroit, mais si tu si on ne te voit plus, donc que tu peux agir, enfin trouver ton endroit de manière cachée, bah tu ne vois pas en fait où tu es, où tu vois pas où tu mets les pieds, tu vois pas l'endroit en fait, ouais, ce que je veux dire. ouais. Donc là jusqu'à ces heures-ci où je me trouvais le spot, parfois j'allais toquer chez les gens en fait. Tu sais jamais trop en fait où tu vas tomber le soir, quoi. Donc Mhm. t'avances jusqu'à ce que tu trouves. Il y a 1 heure où tu te dis bon là je commence à chercher, quoi. Puis tu commences à être un peu attentif Ouais. et l'endroit finit toujours par popper, quoi. Ouais, bah, c'est un peu pareil en vélo, c'est, je sais pas, on va dire Oui, une c'est demi-heure, exact. une demi-heure, 1 heure avant que le soleil se couche, je dis, bon, allez, là, faut que je commence à chercher. C'est ça. Ouais, Tu trouves ton spot, après bah tu t'installes confortablement, tu manges et puis après bah les dents pipi au lit, quoi, hein, comme à la maison, hein. ouais, on se couche tôt généralement. Ouais. Ouais. Généralement tu fais pas trop le malin, quoi. Tu t'endors avec le soleil. Ouais. Et du Et coup, tu tu faisais plutôt du coup du bivouac, du camping assez souvent, tu dormais chez les gens. Tu t'as une idée un peu de la répartition ou, Bah moi c'est l'une de mes règles de voyage, c'est zéro budget logement. Ok. Donc c'est bah, avec les moyens du bord, quoi. C'est moi j'ai tout ce qu'il faut pour camper confortablement. J'ai un super bon matelas de sol. Ça Mhm. c'est ce que je recommande, hein, pour les gens qui veulent partir en touring, quitte à mettre un petit peu dedans. En fait, si vous avez prévu de camper, le matelas de sol, genre si vous vous faites un petit cocon qui est bien, vous pouvez dormir dehors tout seul tous les soirs. Vous dormirez pas plus mal que chez quelqu'un, quoi. Ouais. Et donc, bah, en fonction des zones et des opportunités, c'était soit voilà dehors et soit chez des gens quand je Mhm. rencontrais des gens sympas qui me disaient ouais tu peux dormir là. Ah ben non viens à la maison. Ouais. Ça arrive aussi, quoi. D'accord. Et tu parlais d'argent justement. Tu as une idée du budget global que toi tu as dépensé en voyage là, sur ces 7-8 mois là que tu as fait? Aucune idée. Je suis super mauvais pour. J'ai pas fait du tout les comptes. Moi c'est pas mon truc. En fait il faudrait que bah, je regarde mon débit de carte bleue Ouais. depuis là le mois d'août, quoi, mais ça a pas été un truc de fou, quoi, hein. Ça a Ouais. pas été un truc de fou vu que je paye bah, ni logement ni transport. Après Ouais. il y a que la bouffe dans des pays où c'est pas excessif. Je bouffe quasiment jamais au resto, quoi. Je me fais généralement moi mes bouffes ou Mhm. alors quand je suis chez des gens quelque temps bah je cuisine. Euh, donc non, c'est pas dingue du tout comme budget après, hein, pour ces Ouais. zones-là. D'accord, ok, ouais, donc tu dois être peut-être sur du quelques centaines d'euros par mois, sûrement, un truc comme ça. Ouais, 7 mois là, je vais dire grosso merdo, je sais pas, peut-être 2 000 3 000 euros Ouais, de en termes de ouais d'usuel. Après j'ai peut-être eu des dépenses exceptionnelles. Il faudrait que je me pose dessus, que je regarde mon relevé de banque parce que du coup je suis pas parti évidemment, hein. Ça c'est des trucs qu'on répète aussi pour les gens qui découvrent un petit peu ces manières de voyager. On part pas avec tout le cash oui, pour ce genre. Aujourd'hui, comme il y a des systèmes bancaires qui sont très bien faits, hein, alhamdoulilah,
on part avec une carte bleue, quoi. Ouais. Et on retire, on paye des frais bancaires, donc qui s'élèvent généralement à, je crois que c'est 3%. Il y a 3% de commission avec une commission fixe. Donc, généralement, c'est ce que les voyageurs font, quoi. Et Ouais. c'est ce que je conseille aussi. Ouais, c'est clair. Et tu faisais combien de kilomètres par jour? T'as une moyenne de ça ou Bah, du coup, c'est toujours un peu délicat vu que je suis très tributaire de. Déjà, numéro un, c'est le vent. Ouais, Numéro 2, c'est l'état de la route. Et numéro 3, ça va être le dénivelé. Mais j'ai établi une moyenne à 50-60. d'accord. Quand on me demande, je dis 50-60. Les très mauvais jours, enfin, en partant sur une base d'une journée où je roulerais matin et après-midi, quoi. Mhm. Les très mauvaises journées, je vais faire 30-35 km et je vais être sur les genoux à la fin de la journée. Ouais. Et je me suis vu dans le désert là faire des journées à plus de 130. D'accord, ah ouais, putain, c'est. Avec des bons vents dans le dos, la voile ouverte et des revêtements nickel sur des routes plates où tu vois pas des centaines, mais des dizaines et des dizaines de kilomètres. Tu vois, c'est un Ouais. billard le truc. Et avec un vent de je sais pas combien de kilomètres heure dans le dos. Parfois, non, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus combien de nœuds, mais enfin là, là, tu traces, quoi. Ok. Je pense qu'en vélo, tu 200 bornes la journée, quoi. Ouais, Facile. bah, avec un bon vent, si c'est plat, ouais, il y a moyen il y a moyen de t'amuser. Ouais. Ouais, ouais, c'est un truc de malade. Donc voilà, quoi, pour Ok, les distances. ok. Et t'as eu des moments vraiment de grosses galères durant tous ces mois de voyage ou tout s'est plutôt bien passé ou Bah, franchement, Dieu soit loué, j'ai rien eu de très grave, quoi. Ouais. J'ai rien eu de très grave. Je pense que j'ai eu aussi peut-être pas mal de chance, tu vois, mais les problèmes, en fait, se sont montrés par eux-mêmes hein, à chaque fois suffisamment en avance pour que je puisse les déceler avant que ça pète, tu vois, Ouais. pour en tout cas ce qui est matériel et qu'il y a un vrai accident. Donc, non, non, en fait, je préconise vraiment un entretien régulier, un check-up, même si bon, faut pas le faire comme un contrôle technique, quoi, mais connaître son matos, quoi, se l'approprier, l'apprivoiser, fait que après, t'as moins de gros soucis, quoi, en tout cas, moins de surprises, et bah non, tout s'est bien passé. Ok. Bah, tant mieux, hein. Et en termes de sécurité, bah, on sait qu'il y a la zone un petit peu qui peut être un peu tendue, mais du coup, t'as pas rencontré de soucis ou tu n'aurais pas des conseils à ce niveau-là? Bah non, non, Non. enfin si, j'ai des conseils, c'est de se sentir légitime, quoi. Se sentir légitime, ça veut dire qu'on n'est pas plus ni moins que les gens chez qui on se trouve, quoi. Arriver à se sentir, à se sentir légitime, quelque part. Dire, OK, bonjour, tu vois, rester cordial, poli, tu vois. Et, enfin, ça va un petit peu au-delà. Il y a des gens qui vont penser que c'est hors sujet par rapport à l'aspect sécurité. Oui, mais non. Mais ça commence par là, en fait. Mhm. Faire les choses correctement, en fait, et se sentir légitime, ça veut dire être serein quelque part. Savoir que tu as le droit d'être là, tu as le droit d'exister. Le fait d'être serein quelque part va faire que bah, tu ne vas pas attirer de problème. Ouais. Parce que mine de rien, quand on parle de ces aspects sécurité, ce qui fait peur aux touristes, c'est les agressions. C'est ouais, on va essayer de me voler, on va essayer de m'agresser, on va essayer Mhm. de. C'est de ça que les gens ont peur, hein. Ouais. Et si ça arrive aux gens, c'est parce que les gens en ont peur, tu vois. Il t'arrive un petit peu ce que tu fuis. Et c'est une règle ces règles d'attraction là sont complètement réelles, sont complètement justifiées et vraies, quoi. Ouais. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc, réussir à se sentir légitime, quoi. Ouais. Et, et sur le voyage, du coup, en roller, on va dire en général, est-ce que tu aurais des conseils ou des choses à avoir en tête quand on prépare ou quand on part pour un voyage, peu importe la durée, peu importe où on va, pour Oui. le voyage en roller? Oui, oui. Je conseille de visiter le site travelbyblades.com. Moi, je me suis embêté à faire des articles de blog justement qui parlent du voyage à roller Ouais. et qui décrivent un petit peu moi ce que j'emmène, comment est fait la charrette, comment est faite la charrette. Je Mhm. répertorie aussi pas mal de voyageurs à roller qui partent avec différents types de configurations. Il y en a qui utilisent des moyens différents pour porter leur matos. Il y en a qui ont juste un sac à dos. Donc il y a des exemples, il y a pas mal de ressources en fait qui vont pouvoir t'aider si tu veux partir en roller, quoi. Ouais. Ouais, ouais, Voilà. c'est sûr.
Mais du coup, il y aurait un ou deux trucs à avoir en tête quand même pour ceux qui écoutent là. Un ou deux trucs à avoir en tête. Bah là, vu l'expérience que j'ai eue là, bah c'est comme en vélo, hein. C'est un truc auquel on pense pas nécessairement, mais le vent, en fait. Essayer de télécharger des applications du genre Windy ou des choses comme ça pour pouvoir regarder les tendances générales ou se renseigner sur les forums de voyageurs à vélo, en fait, pour regarder la tendance générale, parce que ça a un impact dont on ne parle pas assez d'ailleurs, hein, quand généralement c'est presque au concours de taille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais. t'as fait combien de kilomètres? Ouais, attends, entre quoi et quoi? Quelle distance? Combien de temps? Ah, d'accord. Et en fait, on considère juste la distance et le temps, mais on considère pas le vent. Mm. Et c'est juste un facteur qui fait la moitié du travail. Donc là, c'est mon gros conseil, quoi. Renseigne-toi sur le vent. Tiens, c'est vrai que c'est marrant, c'est que quand je faisais du vélo, je regardais jamais à l'avance quelles étaient les tendances générales du vent, etc. Enfin, tu y vas et puis tu vois comment ça se passe, mais c'est vrai que sans prévoir trop, quoi. Mais moi, je pense que c'est très important. Après, bon, ça dépend, hein. Il y en a qui cherchent vraiment la performance pour la performance. Moi, c'est même pas une question de ça, c'est une question de peine en fait. Et Ouais. je me suis assez abîmé comme ça parce que il faut le dire, c'était très dur, hein. En ayant un vent en ma faveur. Alors, si le vent avait été mauvais, je te dis, je sais pas comment ça se serait passé. Ok. Et du coup, Sénégal, depuis que t'es arrivé, t'as vu un petit peu. Qu'est-ce que tu penses du pays? Comment tu te sens ici? Bah écoute, je suis cool, hein. J'ai trouvé une petite coloc là, j'ai une piole et puis on a plein de petits projets. Là, on est en train de faire de la récupération de cajots, de palettes, on fait des meubles pour la maison. Et puis les gens là, en tout cas, là où j'habite, sont adorables. Ouais. C'est, bah, il y a deux petites familles, un couple et non, les gens sont trop cool quoi. Et en parallèle, bah, avec le soutien d'Acro-Roller, là, l'association sénégalaise de patineurs, on commence là à rencontrer les assos. J'ai recommencé à rencontrer les gamins à qui on allait donner les cours et tout. Et c'est des beaux moments, quoi. Donc moi, j'occupe mon temps comme ça, quoi. Je me crée un espace de vie communautaire sympathique avec bah, à terme là, des petites activités pour moi, pour être bien. Et puis en parallèle, bah, ce projet là qui me tient à cœur, qui prend forme. Ouais, c'est top. Et tu vas rester combien de temps, tu sais? Bah, je me suis fixé à peu près 2 mois. J'ai une réunion familiale très importante. Je crois que c'est tout début juin ou fin août. Qu'est-ce que je raconte? Fin mai, tout début juin. Ok. Et, et du coup, bah, ça, ce sera un petit peu la deadline, quoi. Mhm. Ok. Voilà, il faut que je prenne mes billets d'ailleurs. Merci de m'y faire penser. Voilà. Bah ouais, c'est toujours bien. En plus, il n'y a pas trop de choix de Dakar en France. C'est un peu. Ouais, c'est tendu. Ouais, je Ouais. verrai ça. Ouais, tu verras, oui. Ok. Et du coup, pour les gens qui veulent te retrouver, donc tu as commencé à parler du blog. Donc, le blog, c'est travelbyblades.com. Oui, c'est ça. Et je. Travel by Blades, que travel comme voyage, by BY, Blades, c'est comme rollerblades, Mhm. c'est BLADES.com. Et tu es aussi Et actif sur Insta et YouTube, je crois. ouais, il y a Insta, Facebook et YouTube, on le trouve de la même manière, Ouais. Travel by Blades. Et bah, oui, il y a une petite web série, t'en parlais tout à l'heure, là. J'ai la chance d'avoir rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont aidé là, à faire pas mal d'épisodes déjà, et il y en a encore à venir parce qu'on n'est pas, on n'est pas au jour le jour, quoi, au niveau des épisodes. Donc là, je crois que la web série, elle est vers le sud du Maroc, justement. Là, on arrive dans les moments où c'est vraiment compliqué, et il reste encore toute la Mauritanie et le Sénégal qui est en cours de montage, et on va les sortir dans les prochaines semaines. Ouais, ouais, bah, je recommande d'aller voir. Il y a une chaîne, enfin, sur ta chaîne YouTube, tu as fait une playlist avec toutes les vidéos. Du coup, j'en ai regardé quelques-unes et c'est vrai que c'est marrant et on voit à quoi ça ressemble, toi, ton quotidien. On voit l'effort à fournir, on voit les paysages et ouais, ça vaut le coup d'aller voir pour tous ceux qui sont intéressés, franchement. Je recommande. Ah bah, merci bien. Ouais, écoute, pour le boulot, moi je sais que c'est compliqué à faire. Moi qui ai fait des vidéos quand je faisais mon voyage à vélo, je sais que faut filmer, après faut monter, machin. Enfin, je sais que c'est un peu galère, Ouais, ouais, c'est mais du taf. ouais, tu m'étonnes. Donc bravo Après, à toi. satisfaction quoi d'avoir ça à la sortie. Et encore une fois, moi, bon, j'ai fait que
qu'un tiers du boulot, à savoir filmer, parce que le gros du truc, après, c'est de tout mettre ensemble, de monter, de créer une histoire. Ça, c'est un travail, quoi. Et il y a vraiment des gens super qui m'ont épaulé là-dessus et qui m'épaulent encore. Ok, bon, bah, c'est cool. Du coup, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu veux ajouter dont on n'aurait pas parlé ou... Il faut que j'y aille. J'y aille. Ok. Pour cette petite interview, c'était très chouette. Bah, merci à toi d'avoir partagé ça et d'avoir fait ce voyage et de le raconter. Franchement, c'est top. Et puis, bah, bon courage pour la suite de tes aventures là à Dakar avec les enfants. J'espère que tout se passe comme tu veux, quoi. Merci encore. À bientôt alors. Salut. Ciao. Salut. Et voilà, l'interview avec Johan est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera peut-être envie de partir en Afrique peut-être, ou bien de partir en roller si vous savez en faire. Moi perso, je sais pas en faire, donc c'est pas tout de suite que je vais songer à faire ce type de voyage. Donc merci beaucoup à Johan de nous avoir raconté toute son histoire et merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview. À bientôt. Ciao.